Welcome to BGP Music Live. Salut les amis, c'est Délivrance pour BGP Music Live. Salut. Vous pouvez présenter le groupe pour ceux qui ne vous connaissent pas? On s'appelle Délivrance, ça fait une dizaine d'années qu'on existe. On a créé le groupe Pierre et moi autour de quelques compos que j'avais dans le style post, black, sludge, etc., etc. Et puis on a complété le line-up au fur et à mesure des années. On a sorti un premier EP, puis 2 albums. Et là maintenant, c'est notre 3e album qui sort, qui s'appelle Neon Chaos in a Junk-Sick Dawn, et qui sort sur le label Les Acteurs de l'Ombre. Ça fait comment la signature chez Ladlo? Eh ben, en fait, ça fait un bon moment que, même depuis le premier EP de Délivrance, on se suit un peu avec Gérald. On s'entend plutôt bien, on discute sur Facebook, tu vois, on garde un œil les uns sur les autres, sur les activités diverses et variées que lui a et que moi et nous avons. Et puis, à chaque fois, à chaque album, je lui envoyais l'album de Délivrance, tu vois. Et là, en cherchant, comme notre précédent label, Deadlight, a cessé son activité, j'ai envoyé notre futur 3e album il y a quelques mois et il a adoré le disque. Et a priori, l'album a fait l'unanimité au sein de toute l'équipe de Ladlo, parce que sans ça, il ne signe pas. C'est la condition pour être sur Ladlo, en fait. Faut pas seulement que ça plaise à Gérald, mais aussi que ça fasse l'unanimité au sein du label, quoi. Ce qui est plutôt bien. D'accord. Et je vois que le line-up s'est un peu étoffé. Pierre s'est également mis aux machines live. Ouais, mais en fait, on a lâché l'idée d'un deuxième guitariste. Du coup, il fallait un peu revoir la façon de composer pour qu'il n'y ait qu'une guitare, que ça puisse tourner en live à une guitare. Et du coup, j'ai alourdi un peu les rythmiques et j'ajoute des sons différents sur les chansons et autres. Ouais. Pour créer des ambiances un peu, parce que j'aime beaucoup aussi. Plutôt que de trouver des nouveaux musiciens, on se rajoute du travail. C'est ça. Vous avez eu le temps avec les 2 ans de Covid de trouver des musiciens? Non, d'étoffer le concept. Alors, pour trouver des musiciens, effectivement, le Covid n'a pas aidé à trouver des musiciens, vu qu'on pouvait rencontrer personne et pas faire de concerts, et donc rencontrer encore moins de nouveaux musiciens. Mais c'est vrai que on a beaucoup bossé pour ce disque. Je ne vais pas te dire qu'on avait le temps, parce que on avait quand même tous du boulot, mais c'est vrai que ça nous a fait nous reconcentrer vraiment encore plus sur le groupe et sur l'album, parce qu'on n'avait pas d'autre perspective que ça, quoi. On ne savait pas quand cette période allait s'arrêter, quand on allait pouvoir recommencer à faire des concerts. On ne savait pas de quoi l'avenir était fait. Donc, autant, qu'est-ce qui fait le ciment du groupe, tu vois, c'est d'abord la musique qu'on fait ensemble. Et j'avais pas vraiment vu cet album-là comme un album de confinement. Mais maintenant que je lis les chroniques, c'est un truc qui ressort plutôt pas mal. Et c'est vrai que le sentiment d'oppression et parfois d'éclaircie qu'il y a dans l'album correspond finalement avec le recul un petit peu à ce que je ressens et ce qu'on a probablement ressenti tous pendant cette période de 2 années compliquées, quoi. C'est un peu ce que tu as vécu pendant l'écriture des textes, Pierre? Franchement, pareil, si j'essaie de me remettre, je me sentais pas si oppressé que ça pendant ce Covid. Mais pendant l'écriture des textes, ouais. Après, est-ce que c'était vraiment pendant le Covid ou pas? Je sais pas, j'écris un peu tout le temps. Je lis beaucoup, je prends beaucoup de notes. Et là, ouais, ça correspond toujours les textes à des états d'esprit dans lesquels je suis quand j'écris. Là, c'était pas un moment vraiment cool, mais c'est pas forcément cool parce que c'était Covid ou pas Covid. En fait, c'est un moment où je dormais vraiment pas beaucoup. Du coup, j'écrivais, je tournais un peu en rond, j'avais des traitements à gérer dans tous les sens. Du coup, c'était assez pénible, mais c'est pas forcément lié au Covid, en fait, tu vois. D'accord, je vois. Et à ce que j'ai vécu. Covid ou pas Covid. Chris, t'es monolithique. Holocaust 26, 1.46, c'était beaucoup plus ouvert. Là, vous avez carrément détruit les frontières à la manière d'un Jack Torrance avec une hache au niveau du style. Ouais, écoute, c'est plus ou moins volontaire. C'est-à-dire qu'on fait les choses souvent sans se poser de questions, et au fur et à mesure,
on étoffe et on affine ce qu'on a vraiment envie de faire. On voulait, dans cet album, à la fois affirmer encore plus notre côté black metal, parce que je pense qu'il y a les morceaux les plus black metal de tout notre répertoire. Et par ailleurs, il y a aussi les morceaux les moins black metal, les plus ouverts à d'autres styles, que ce soit du rock psyché, de l'indie rock, du sludge, du doom, plein de choses en même temps. Tout ça, toujours quand même matiné d'un peu de poudre de black metal. Est-ce que c'était vraiment volontaire? J'en sais rien. Ça s'est fait comme ça au fur et à mesure. Déjà, la prod qui était plus black, vu qu'on a enregistré live, en fait, tout ce qui est guitare, basse, batterie, ça a été en one shot en live, ça a été pris en live. Ce qui donne Donc, un ce qui rendu donne plus un cru. rendu plus cru, plus black. Et après, c'est vrai qu'on a étoffé ça avec des claviers, on a travaillé nos ambiances, on a travaillé nos sons. Mais des compos, c'est vrai qu'il y a des compos très black et d'autres plus longues. Il y en a 2 surtout. Odyssée qui prend son temps, qui va ailleurs. Mais c'est quand même, comme tu dis, Chris monolithique, Holocaust un peu plus ouvert. Et là, en fait, encore plus ouvert, c'est une sorte de continuité plutôt, non? Moi, j'ai l'impression que c'est un peu nos 2 albums réunis avec des trucs en plus. On continue de garder notre personnalité et de l'étoffer et de montrer aussi ce lien qu'on ressent, nous, entre ces différents styles de musique. C'est-à-dire que ça peut paraître paradoxal, mais moi, personnellement, j'entends un lien entre le Pink Floyd de l'époque metal, par exemple sur Echoes, et des formes plus extrêmes de métal comme Yob, du black metal, du doom, du sludge, tout ça. J'entends vraiment des liens. Et il y a certains groupes qui font déjà le lien. Je pense à Oranzi Pazuzu ou des choses comme ça. Nous, on le fait à notre manière. Mais c'est pas évident de mettre tout ce qu'on aime et tout ce qu'on est dans un groupe, parce qu'il faut le faire de façon assez intelligente, subtile. Et là, je pense qu'on y arrive de plus en plus, sans que ça fasse un patchwork de bout de quelque chose, qu'il y ait une unicité, tout ça. Et je pense que c'est bien, et de plus en plus, on arrive à faire ça, en fait, à mettre tout ce qu'on aime et tout ce qu'on est dans ce qu'on joue. Je trouve ça cool. Mais c'est comment au niveau de la composition, parce qu'il y a très peu de riffs qui se répètent au final dans l'album. Parfois, on n'hésite pas à jouer un riff, par contre, très longtemps. ça fait partie de notre ADN. Ne pas hésiter à faire tourner un riff pour lui donner justement cet aspect un peu hypnotique, tu vois, qu'on retrouve dans les groupes psychédéliques. Oui, notamment les titres longs, on a essayé que ce soit des vrais voyages. Donc, il ne fallait pas que ce soit long et inutilement répétitif. Il fallait vraiment que ça suive un cheminement et que ça amène l'auditeur d'un point A à un point, pour le coup, Z, en passant par presque toutes les lettres de l'alphabet, quoi. Et ça a toujours été des titres qui me passionnaient, les titres longs. Je pense évidemment aux titres longs de Supertramp, aux titres longs de Deep Purple, Child in Time. Je pense évidemment aux titres longs de Pink Floyd. Et depuis tout gamin, c'est des titres qui m'hypnotisent. Et c'est un truc au bout d'un moment qui finit par ressortir naturellement. Mais ça prend du temps. Le titre de l'album me fait penser à un film de Winning Refn, le réalisateur danois qui a fait Drive et Neon Demon, par exemple. Je trouve que ça allie bien violence et esthétique, comme votre album. Le titre a été assez long parce qu'en fait, on n'en a pas eu. Et j'avais, à la base, dans le titre, on veut un truc plus catchy, plus. Et là, j'avais pas plus court, en fait. Du coup, j'ai tout mis. J'ai du mal à conceptualiser un peu. Du coup, je sais pas, c'est ce qui me venait, en fait. Je sais pas pourquoi, je sais plus pourquoi j'ai fait cette association de mots. Mais je sais pas, ça m'est venu. En fait, en faisant le lien dans toutes les chansons, ça m'a donné ça. Et du coup, ok, c'est ça. En tout cas, c'est assez cool de voir qu'il y a pas mal de gens comme toi qui sortent des références de films. Effectivement, c'est pas un truc qu'on a fait consciemment, mais avec le recul, clairement, sur certains titres, on a eu l'impression de faire un film plutôt que de la musique par moment, ou en tout cas de la musique de film. Notamment sur Odyssey, sur Fragments of a Diary from Hell, on a vraiment l'impression de mettre en image une espèce de truc à la Kubrick. Alors Drive, c'est aussi un très bon exemple, certes plus moderne, mais qui nous ramène à des esthétiques un peu qui nous touchent. Effectivement, Kubrick, c'est clairement un truc, 2001, l'Odyssée de l'espace, entre autres, en tout cas notamment,
Je ressens réellement un lien entre Odyssée, par exemple, et 2001. C'est un truc, d'où aussi sur la pochette la présence des espèces de barres noires qui sont un clin d'œil aussi au monolithe de 2001. Cette fois-ci, vraiment, il y avait un truc, ouais, on voyait des images, et c'était d'ailleurs parfois difficile à mettre en image. Hein. On a super galéré à trouver la pochette du disque parce qu'on voulait vraiment tomber juste et que ça aille bien avec la musique cette fois-ci. Et la musique, tout en étant très riche, nous projetait en nous des images très fortes et on voulait réussir à retranscrire ça. Donc c'est très marrant que les gens le ressentent, ce côté cinéma de notre album. Ouais, déjà, quand je vais la pochette, le nom de l'album, la durée aussi. Il est hyper court. J'ai quand même écouté 6-7 fois, c'est pas grave. Enfin, Et j'avais l'impression de voyager à travers un espèce de chaos dans un monde un peu funèbre, tu vois. c'est un peu ça, ouais. C'est tout bon. C'est bien ça. Et des fois, j'ai l'impression que Odyssée, par exemple, il est composé en 3 mouvements, comme un peu pour un classique. Oui, alors c'est pas du tout. Moi, j'ai aucune référence en classique, mais c'est intéressant que tu sortes ça. Oui, il y a clairement 3 mouvements, peut-être même 4, selon moi. Mais de toute façon, il y a eu une longue question sur Odyssée. Est-ce qu'on la met en un titre ou en plusieurs titres, en fait? Il y a eu ça, il y a eu tout un passage. Est-ce qu'on la met en plusieurs tracks, en fait? Et bon, finalement, non. Mais oui, d'où les mouvements. Ouais. Ça aurait pu être part 1, part 2, part 3, Ouais. part 4, avec à chaque fois des index. Mais on ne voulait pas rendre le truc plus digeste. Les braves sont toujours récompensés de leur écoute. Le mec qui tient 18 ou 19 minutes, il a du courage et c'est bien d'être exigeant avec soi-même et ses auditeurs. Et surtout, on ne voulait pas que ça puisse être pensé comme une espèce de patchwork. C'est-à-dire que c'est vraiment un fil qui a été déroulé comme une petite pelote, tu vois, jusqu'à ce qu'on soit arrivé au bout. Et tant que ce titre-là n'était pas terminé, on ne l'a pas vraiment répété d'ailleurs. On a vraiment répété ce titre-là quand j'avais réussi à mettre à peu près toutes les pièces du puzzle ensemble et il fallait maintenant les solidifier, quoi. Non, puis on ne l'a jamais répété en partie, on l'a toujours répété de A à Z. Même quand on a fait la vidéo live là, à Courneuve, on n'a pas fait par partie, on a fait de A à Z des prises, quoi. C'est plus long, mais elle fonctionne comme ça, cette chanson. Non, on ne pourrait pas les séparer, les passages. Non. Ça, même d'ailleurs, quand on le joue, on ne se gourre jamais dans un morceau de 19 minutes avec beaucoup de passages parce que tout nous paraît naturel. Ça suit vraiment un cheminement logique. Ouais, c'est ça. Donc, paradoxalement, ce n'est pas forcément le titre le plus dur pour nous à jouer. Non. Il est exigeant pour d'autres raisons parce qu'il faut faire vraiment passer l'émotion juste sur tous ces passages calmes, etc. Mais c'est un titre qui nous paraît vraiment naturel, quoi. Et d'ailleurs, c'est hyper chouette que les gens, pour beaucoup, là, soulignent ce morceau. C'est vraiment un titre qui est en train de ressortir du disque comme un des titres phares. Et j'ai souvent dit aux autres que je voulais qu'Odyssée soit un peu le morceau de l'album, voire même de notre discographie jusque-là. Que ce soit le titre pour lequel les gens ont envie de nous voir en concert, quoi. D'où aussi la vidéo live qu'on a fait sur Odyssée. Je trouve l'album hyper comment dire, écoutable et pas, comme tu disais, dur à écouter, quoi. Cool. Tu peux parler du texte d'Odyssée? Les textes d'Odyssée, ouais, carrément. Bah, c'est comme je t'ai dit tout à l'heure, c'est toujours écrit dans un certain état d'esprit. Bon, là, c'était pas le top. Je me suis posé, j'avais des problèmes un peu de traitement, plein de choses et généralement, je reprends tout ce que j'ai lu, parce que je souligne beaucoup, je lis beaucoup, du coup, je reprends un peu tout. Je mixe un peu tout, et là, pendant les insomnies, j'avais des sortes de visions, des images qui traversaient, du coup, j'ai tout mis ça sur papier. Et après, j'ai réparti ça selon les titres, ce qui m'inspirait. Et c'est ce que ça a donné, un peu un chaos urbain, de nuit surtout. Puis un côté aussi un peu un voyage un peu cauchemardesque. Et sur Odyssée, c'est différent. Odyssée, en fait, c'est une commande.
C'est le C'est une seul commande. texte que j'ai commandé. Il m'a dit, tu fais un texte et c'est la vie. Voilà. C'est plus une commande bien. Je lui ai dit, le titre va s'appeler Odyssée Tu racontes la vie. et c'est la vie. Et moi, je lui dis, mais ça va être sombre. Il fait, non, faut pas que ça soit sombre, faut que ça soit joyeux, de l'espoir. Du coup, j'ai fait mon mieux pour mettre de l'espoir dans Odyssée. Il fallait qu'il y ait un peu de tout, quoi, comme sur le Il y a un peu de titre. tout, ouais. Qui est la naïveté du début, la beauté du début, la perversion de l'âge adulte, la fin de la vie, La mélancolie à la le fin, ouais. fantasme de l'après. Odyssée à part. Odyssée à part, vu que c'est celui-là, une commande plus sur la vie, quoi. C'est ça. C'est son premier texte de commande. Je suis pas bon, hein. Faut pas me faire des commandes, c'est pas la peine. Celui-là, il est bien, il est réussi. Oui, mais j'ai galéré. Hein. Franchement, j'ai galéré. Honnêtement, c'est la première fois que je lui donnais une thématique pour un texte. Il fait toujours ce qu'il veut. Et nous, ça nous va très bien. Mais là, j'ai voulu quand même, contrairement à Christ et à Holocaust, un peu m'éloigner de tout ce qui est aspect religieux, religion, même si c'est un peu sous-jacent dans les textes, je voulais m'éloigner de ça. Et je trouvais ça cool et je pense que je continuerai là-dedans. J'aime bien. Côté aussi surréaliste qu'il peut y avoir dans les textes, j'aime beaucoup la littérature, tout ce qui est surréaliste. J'aime bien tout ça. Ouais. T'as lu quel livre sur cette période, par exemple? Wow, j'en ai lu plein, j'ai lu beaucoup justement de surréalistes. J'aime beaucoup Burroughs. Hein. Je ne sais pas si tu connais, Le Festin nu, La Machine molle. Sinon, j'adore Artaud, donc il y aura toujours Artaud dans mes textes. Il y a d'ailleurs une partie de texte de... Il y a partie fragment, le début, la lecture, fait par une amie, c'est le texte d'Artaud en anglais, que j'aime beaucoup. Le texte d'Artaud, ça s'appelle Journal, pareil, en enfer. Du coup, ça reprend le titre d'Artaud, le fragment d'un journal en enfer. C'est la même chose. Qu'est-ce que je lis? Plein de trucs. Beaucoup, en gros, Artaud, Burroughs, tout ce qui est surréaliste, j'aime bien Zara. Pas trop de philosophie, parce que je comprends pas grand-chose. Et après, généralement, ce qui est bien dans la philosophie, je lis, je comprends rien, et du coup, je réinterprète tout, et du coup, ça me fait des titres. Donc ça, c'est cool. Je parlais avec ma copine, je lui ai dit, t'as vu, il dit ça, le philosophe. Elle fait, mais pas du tout, il dit pas ça. Je fais, ça fera un titre. Et voilà. Et ça fait une chance, parce que je comprends rien, et ça me saoule. Ouais, la philosophie, c'est hyper libre d'interprétation. Ouais, mais moi, je fais des hors-sujets, c'est pire que tout. Hein. C'est le mec dit tout l'inverse de ce que je dis. Et du coup, je lui prête en plus, après, je lui prête des intentions et tout, alors que c'est même pas lui. Et je trouve ça cool ce qu'il a eu envie de dire, mais c'est pas lui. Du coup, c'est moi. Et du coup, ça me fait des textes et je suis très content. T'es un révisionniste de la philo. C'est ça, mais le mec, je le sais pas, le mec est mort depuis longtemps, il s'en fout. Hein. Non, j'aime bien lire tout ce qui est, entre guillemets, esprit malade, j'aime bien. Voir ce qui se passe dans leur tête, voir par où ils sont passés. Des trucs plus perso et des trucs perso sur Baudelaire, notamment un truc moins connu qui s'appelle Fusée. Il raconte tous les détails de sa vie. Je dois de la thune à machin, je dois faire ça, je dois faire ça. On dirait un gamin qui écrit. J'aime bien ces trucs. On voit vraiment l'arrière de l'artiste. J'aime bien, je trouve ça cool. J'aime bien écrire là-dessus et ouais. Je me sens moins seul. Et au niveau du clip d'Odyssée, vous avez trouvé une belle localisation? À La Courneuve, c'est ça? Ça, ouais, théâtre de verdure. En fait, c'est en sortant du premier confinement, le premier parc à avoir ouvert, c'est le parc de la Courneuve. Il était complètement à l'état sauvage. Il y avait 1 mètre d'herbe, tellement il avait été laissé à l'abandon pendant 2 mois. Et c'était absolument magnifique. Et je me baladais là avec mes enfants la première semaine en sortant du confinement. Et je me retrouve nez à nez en fouillant un peu dans le parc, en se baladant, sur ce théâtre de verdure complètement abandonné, qui tout de suite m'a fait penser au live à Pompéi de Pink Floyd. Et dans ma tête, ça fait bing, j'ai fait « Oh, il faut absolument que je fasse une captation live pour Délivrance là-dedans, qu'on fasse notre live à Pompéi. » Et je ne sais pas si on avait déjà Odyssée à l'époque, je pense qu'on bossait déjà dessus. Je pense, ouais. Mais très vite, ça s'est imposé comme une évidence de devoir en faire Odyssée dans ce lieu-là. Encore une fois, comme notre Echoes, quoi. Et pendant 1 an et demi, on a bossé dessus. Moi, j'ai poussé le projet, on a rencontré Mathieu Ezan qui, entre toutes les idées qu'on avait, a fait le tri, il nous a orientés. Et puis, on a eu la chance de pouvoir faire la demande auprès de Plaine Commune,
qui gère les parcs de cette partie-là d'Île-de-France. Et on a eu tout à fait l'autorisation pour tourner là-dedans pour une journée. Donc on a tout fait, installation, préparation, etc. En plus enregistrement et prise live sur place, tout ça en une journée. Voilà. Et il fallait qu'on soit parti à 19h. Et on avait eu le temps de faire quelques photos. Il fallait qu'il fasse beau en plus. Et il faisait très très beau. Il y avait des nuages qui passaient. L'image que tu vois, les images où tu vois où c'est plus sombre, où d'un seul coup ça s'assombrit, etc. C'est pas du montage, c'est réellement les nuages qui passent devant le soleil et qui changent complètement la teinte de l'image. C'est assez rigolo parce que c'est tombé à plein de moments hyper justes dans le morceau. Donc je crois qu'on avait une connexion avec le Tout-Puissant à ce moment-là. Et vous avez fait ça en one shot? On l'a fait 5 fois de suite. On a joué 6 fois de suite la chanson, donc tu vois 6 fois 20 minutes, un peu. Et je crois que c'est la 5e ou la 6e, mais c'est une one shot. C'est la dernière. La dernière, c'est la one shot de. Le son, c'est le one shot. Donc on est assez content de ça. Parce qu'on s'était dit, bon, on va tricher, on va prendre une partie de la première, une partie de la deuxième. Mais non, la 6e était parfaite. Donc du début à la fin, c'est la 6e prise. Donc ça, c'est cool. C'est un vrai live, sans bullshit. Ça fait du bien d'arriver à faire ce truc-là. Et sur le clip de Uptight, tu as l'impression de voyager dans un espèce de chaos apocalyptique. Je pense que les deux sont bien complémentaires. Tu vois, on a repris des éléments de Uptight aussi dans le côté psyché de Odyssée. Il y a aussi ces images un peu qui se croisent, façon Rorschach et ce genre de choses. On a, sur Uptight, on a bossé avec une nana qui s'appelle Apolline Mercier, qui avait déjà fait... pour un de mes autres groupes, Freitot, la lyrics vidéo du titre Mission. Et j'avais adoré bosser avec elle, elle avait fait un super taf. Donc à tout hasard, je lui ai proposé, tiens, est-ce que tu serais partante pour faire une lyrics vidéo, et même carrément une belle vidéo en fait, parce que c'est plus qu'une lyrics vidéo. Une lyrics vidéo, c'est souvent juste un visuel à la con, avec les textes qui défilent. Là, on a le texte, mais on a carrément une vidéo, quoi. Elle a fait un travail de dingue, de recherche d'images, c'est hyper riche ce qu'elle a fait. Et sur un titre de 8 minutes, c'est aussi pas facile, quoi. C'est plus court que les 18 minutes d'Odyssée, mais 8 minutes, ça reste quand même 2 titres normaux en un seul, quoi, en termes de durée. Surtout, elle s'est bien imprégnée de l'ambiance. Je pense qu'elle a puisé un peu beaucoup dans les paroles. Je lui ai rien expliqué, elle a fait son truc toute seule et elle nous a envoyé le premier rush et c'était quasi parfait, quoi. Dès le premier coup, elle nous a envoyé, on a trouvé ça mortel, donc c'était cool. Elle nous a envoyé 1 minute, on a fait, bon bah voilà, t'as tout compris, il en reste plus que 7. et après, il n'y avait plus que quelques détails à régler, mais vraiment, elle a fait un travail admirable et on a de la chance d'être bien entouré comme ça de gens talentueux et qui sont prêts à relever des projets pas faciles parce que nos titres sont longs, encore une fois. Faire un clip sur un titre de 8 minutes ou de 18 minutes, c'est pas le même sport que sur un single de 3 minutes 30, quoi. Il faut arriver à se renouveler et à renouveler l'intérêt du spectateur sur de longues minutes. C'est pas facile. Je pense que aussi bien Mathieu Aizan sur Odyssée qu'Apolline Mercier sur Uptight, vraiment, ils ont réussi cet exploit-là. Et en plus, le résultat nous plaît vraiment, vraiment beaucoup, quoi. Ça a dû les challenger un peu aussi. Tout à fait, absolument. Pour les raisons que je viens de citer là, c'est clair. Et pareil pour Mathieu Aizan, hein, il y a eu très peu de corrections au final. Ce qui nous a balancé direct était déjà magnifique. Et très belles images. C'était exactement ce qu'on souhaitait, quoi. Une relecture du live à Pompéi à notre façon, tout en gardant le clin d'œil très clair à cette glorieuse époque de la musique rock. Et au niveau du texte d'Uptight? Je suis parti du concept d'Exploding de Warhol et des Velvet, mais c'est un peu, ça tourne toujours vers les mêmes choses. Le côté de tout ce qui est crispation, tétanisé, vraiment là où tu vas au bout, comment dire, tu vas vraiment au bout jusqu'à atteindre un certain malaise, et du coup je sais pas, pour être séparé un peu de son corps, je sais pas comment trop te dire. C'est la fin de l'humanité, non, aussi un peu Uptight. Cette phrase sur les enfants pendus, c'est qu'on est au
au bout de notre humanité, quoi. Ouais, c'est un peu un chaos vers un chaos, mais pas un chaos qui amène à l'ordre, un chaos qui amène à plus rien, quoi. C'est fini, ça s'arrête là, quoi. Donc c'est vraiment aller au bout du bout. Voilà. Je suis pas le meilleur pour parler de mes textes. Elle, pour le coup, elle a pris les textes et je trouve que c'est mieux que moi, en fait, par ces images. Elle arrive mieux à en parler que moi. Je trouve ça vraiment cool, quoi. Mais ouais, c'est un chaos, quoi. Ouais, c'est un peu là où va l'humanité, de toute façon. Ouais. Et c'est parfois plus des sensations que des choses assez rationnelles, faciles à expliquer. Oui, c'est ça, c'est plus des... Ouais. C'est pour ça que parfois le côté visuel nous aide à mieux appuyer ce que Pierre dit dans ses textes ou ce qu'on fait en musique, parce que ça illustre de manière souvent assez pas si concrète que ça, en fait. Encore une fois, on est dans le domaine du sentiment, donc ça laisse quand même de la libre interprétation. Les gens peuvent le ressentir comme quelque chose d'écrasant, comme quelque chose d'ouvert, comme quelque chose de... je pense qu'il y a plein de contrastes et d'oppositions, aussi bien dans les textes que dans la musique, et qui se retrouvent dans nos visuels de clips. À la fois sombre et lumineux. C'est paradoxal, mais je pense qu'il y a tout ça dans cet album. Plus que dans les précédents, d'ailleurs. Je trouve qu'au niveau de composition, il y a l'orchestration qui rapporte parfois de la lumière par rapport à ce qui est joué par tout ce qui est cordes et batterie. Oui, je suis d'accord. Je voulais vraiment que cet album, aussi bien au niveau du son qu'au niveau des morceaux, soit oppressant, mais qu'il y ait aussi des moments où finalement on est dans un état presque céleste, tu vois, de lévitation ou presque de béatitude, tu sais, devant parfois la beauté des choses, même si tout est détruit ou sous nos pieds, parfois il y a des choses magnifiques en haut, tu vois. Jouer un peu sur cette dualité-là. Et je pense que dans la plupart des titres, il y a toujours des moments de contraste très forts comme ça. Et effectivement, la musique est assez oppressante et par-dessus, il peut y avoir des nappes, des choses qui rajoutent une espèce de lumière dans toute cette noirceur. Donc dans ce sens-là, c'est probablement paradoxalement à la fois notre album le plus sombre, mais aussi celui qui nous permet peut-être d'entrevoir la lumière au bout du tunnel. On a peut-être une lumière aussi un peu ironique. La lumière au bout du tunnel, tu crois, mais en fait, non, c'était pas vraiment le jour, c'était une petite lumière, quoi. Il est vraiment dark. Une petite loupiote, tu vois, tu montes, t'es content. Moi, j'essaie d'être positif, tu vois. Non, mais je trouve qu'il y a quand même il y a une mélancolie dans cette lumière, en fait. C'est juste ça que je veux te dire, c'est qu'il y a une mélancolie. C'est pas la lumière, ça y est. Après le chaos, c'est cool, c'est l'ordre. Non, c'est un chaos qui, ouais, il y a peut-être des petits plus de temps en temps, mais voilà, même les petits plus parfois peuvent t'appuyer plus sur la gueule. Donc, c'est une lumière, ouais. Par exemple, j'ai bien écouté l'album genre ce matin en rentrant du travail quand il faisait nuit. Je trouve que ça fait l'écouter en mouvement, c'est parfait. Ouais, le début de la nuit, c'est pas mal. Et à ce côté voyage, ouais, qu'on retrouve dans tout ce qui est roman de la Beat Generation, je ne sais pas si tu connais, de Kerouac, de tout ça, Down the Road, les côtés, tu voyages, tu mets la musique et tu pars et tu vas d'un point A à un point B. Tu parlais des riffs qui revenaient jamais, mais quand tu vas d'un point A à un point B, tu ne fais pas des allers-retours, tu vas en ligne droite. Il y a ce côté-là, ouais. Donc en voiture, ouais, ça le fait bien, ouais. Il y a Phil Laja de Rockard qui a dit dans sa chronique de l'album, je trouve ça absolument génial, que Thomas Pesquet devrait prendre ce disque-là pour son prochain voyage dans l'espace. J'ai trouvé ça absolument parfait. Je ne pouvais pas rêver mieux. Donc, on l'a tagué naïvement sur Instagram dans une story. J'espère qu'il va répondre. Thomas, si tu nous écoutes, c'est cet album qu'il faut que tu prennes la prochaine fois. Apparemment, il était vu dans le métro parisien, donc je ne sais pas trop où il est. C'est vrai? Mais écoute, si on le croise, on faudra lui donner une copie. Peut-être que ça lui fera faire des cauchemars quand même tout seul dans sa cabine. Ouais, ça va être une expérience. Tu peux me parler de l'inspiration au niveau de la musique et film. Je trouve qu'il y a un dérive de Odyssée qui me fait penser, dans les minutes 30, à Perfect Circle, à Tool, dans la façon de faire la boucle. Mais carrément. Moi, je suis toujours très ouvert et à la fois très surpris par toutes les références qu'on me sort. Je trouve ça génial de voir que
chacun voit midi à sa porte avec ce qu'on fait comme musique. Et ça, c'est toujours très positif. Parce que quand tout le monde est d'accord pour dire que tel riff ressemble à ça, c'est-à-dire que tu as peut-être un peu trop copié, quoi. Alors que quand les gens nous disent bah, ça ressemble à ça, et que quelqu'un d'autre me dit ah, mais moi, je ne suis pas d'accord, j'entends pas du tout la même chose. Tu vois, par exemple, moi, sur plein de riffs très lourds, j'ai l'impression d'avoir vraiment du Morbid Angel en moi dans les morceaux. Et quand j'ai dit ça à Gérald des Acteurs de l'Ombre, il m'a dit ah, moi, j'entends pas du tout des riffs à la Morbid Angel dans ce que tu fais. Et Diego de Caras, il me dit mec, tes riffs, c'est du 13 actotes. Donc, tu vois, c'est vraiment, même parmi des gens qui ont en plus des références qui sont assez proches, je veux dire, on a tous un bagage assez proche les uns les autres, et ben on voit tous midi à notre porte. Et quand ça se passe comme ça, je considère que c'est réussi. Parce que ça veut dire que ce sont des influences qui sont digérées, qui sont ressorties naturellement et qui finalement peuvent évoquer plein de choses différentes. Moi, je n'écoute pas du tout Perfect Circle, mais je prends ça évidemment comme un compliment et je trouve ça hyper intéressant que tu vois ça là-dedans. Je trouve ça super. Ouais, les riffs sont... J'ai lu dans une interview, un mec parlait aussi d'ACDC, tu vois, pour le début d'Odyssée. Donc, c'est cool. Je sais pas où il a appris. Écoute. On lui demandait. Pour moi, le premier riff d'Odyssée, après la partie toute calme, quand on commence à faire rentrer un peu les autres instruments, pour moi, c'est plus à trouver du côté d'Interpol, ce genre de choses indie rock assez punchy au niveau du rythme, mais en même temps assez rêveur dans le côté ouverture du son, quoi. C'est presque un truc post-new wave, tu vois. Post-punk, post-new wave. Pour moi, ça va plus dans ce sens-là. C'est comme ça que je le ressens, moi. Et c'est toi qui t'es occupé du mix et du master? Alors, pas le master, mais comme sur les précédents disques, oui, j'étais aux manettes pour la prod et aux manettes pour le mix. Et celui-là n'a pas été le plus facile de tous, hein, parce que le fait d'avoir enregistré live me compliquait forcément la tâche. C'est-à-dire qu'il fallait à la fois que je sois concentré sur ce que je devais faire en tant que guitariste pour faire une bonne prise avec mon copain batteur et mon copain bassiste. Et en même temps, il fallait que je sois aussi au moulin derrière mon ordinateur. Donc, on était un petit peu à l'aveugle là-dessus. Et on se fiait à notre instinct. C'est-à-dire que quand on enregistrait un titre, à la fin du titre, après avoir joué 3, 4, 5, 6 fois le morceau, on se disait, c'est laquelle le prise qu'on a préférée. Et puis, pouf, on restait sur celle-là, quoi. Et après, dans un second temps, je me pose dans mon studio pour réécouter et voir si on a fait un bon choix ou pas. Mais je crois qu'on est à chaque fois resté sur notre choix d'instinct. Mais oui, cet album a été assez compliqué pour moi. L'enregistrement live plus ça en même temps, c'était un peu compliqué. Je ne suis pas complètement sûr qu'on refera un enregistrement live la prochaine fois, mais au moins, ça nous a permis de voir comment ça se passait. En même temps, vous n'étiez posé aucune limite au niveau de la durée des morceaux derrière, quoi. Donc, c'est clair. C'est ça. Et puis, on voulait expérimenter. Moi, j'aime bien, aussi bien en tant que musicien qu'en tant que producteur, j'aime bien faire des trucs qui ne sont pas dans mes habitudes. Tu vois, j'aime bien toujours essayer de retrouver des nouveautés, de se bousculer, de se mettre en danger. Et enregistrer un disque de ce style en grande partie live, c'est clairement se mettre en danger. Ça veut dire peu d'editing, ça veut dire forcément un résultat qui dépend de notre performance directement. Ça veut dire forcément peut-être un peu plus sale, un peu plus old school, tu vois, quelque part dans l'approche. Clairement, hein, c'était aussi renouer avec cette manière de faire des années 70. Ça passe ou ça casse, quoi. Et c'est passé, mais c'était chaud. Vous avez une anecdote de studio? Vous êtes avec ça? J'en ai une. Pendant l'enregistrement live, le dernier titre qu'on fait, c'est Fragment. Et il m'arrive de temps en temps d'avoir un bug avec mon ordinateur. Et on a fait toute la matinée sur ce titre. On l'a enregistré 5 fois. Il n'y avait pas une prise qu'on pouvait garder parce que mon ordinateur avait bugué. Donc, on a perdu toute cette journée de boulot. Sur un titre qui fait 17 minutes, tu es vraiment énervé, quoi. Tu vois, donc ça, c'est, tu vois, on parlait de ça, du fait que j'avais la double casquette.
Bah là, pas un instant dans la matinée, je me suis arrêté pour écouter ce qu'on avait fait sur mon ordi. On laissait juste le truc tourner, tu vois. Et donc, à la fin de toutes ces prises-là, je me pose derrière l'ordinateur, j'écoute et je fais « Ah, tiens, c'est inécoutable, il y a un bug, il faut qu'on recommence tout. » Donc, j'étais ravi, le groupe aussi. Et merci Macintosh. Et cette fois-ci, ça n'a pas bien marché, donc on a dû tout refaire. Donc, on a perdu une journée de rec et on a refait fragment le lendemain ou le surlendemain, je ne sais plus. On a dû tout refaire. Heureusement, on a fait quand même des prises correctes, mais sinon, on était un peu fâchés sur le moment, quoi. C'était frustrant. Ça aurait été bien de le refaire directement après en étant énervé, parce qu'avec la prise live, vous êtes un peu dans l'état d'esprit du moment. C'est vrai, c'est vrai. Ouais, on aurait pu faire ça, sauf qu'on était certains dans le groupe pris par le temps. Pris par le temps. Ouais, ils ont du taf après, donc ils doivent partir, quoi. Exactement. Et puis l'énervement n'est pas toujours cohérent avec des morceaux comme Fragment qui demandent vraiment d'être posé, d'être le plus zen possible sur plein de passages calmes, etc. Notre musique, sur certains titres, nous amène vraiment à nous défouler, tu vois. Mais il y a aussi beaucoup de morceaux qui restent sur la retenue et qui demandent vraiment à ce qu'on soit zen et pas dans un état d'esprit de putain de merde, chier, on n'a plus que 5 minutes, il faut qu'on la fasse. C'est pas trop le sentiment d'urgence qui prédomine chez Délivrance. Ouais, c'est plus une sensation de voyage que de. Exactement. Et au final, la formation n'a pas encore fait beaucoup de live. Là, pour cette année, il y a eu le Hellfest, le Post in Paris, une soirée Lad Bleu plus un autre. Et c'est passé comment le Hellfest, la réception? C'était parfait le Hellfest. Incroyable. C'est génial. C'était fantastique. Tu répètes. Il y a eu le Covid, on a répété pour Locos, ça n'a pas pu se faire. Le Hellfest on a répété pour le Hellfest qui s'est après repoussé d'un an, on a répété qui s'est repoussé d'un an. Tu n'en peux plus à force de répéter quelque part pour rien. Et là, tu répètes, arrives au Hellfest, tu n'en peux plus de répéter. Et il se passe ça, là, tu repars. Hein. Tu reprends confiance. Plus c'était à 11h le matin, mais il y avait plein de monde. Moi, je m'attendais à que ce soit une petite répète, tu vois, qu'il y ait 4-5 pélos devant nous. C'était blindé. Les gens étaient vraiment contents. Sur scène, en plus, tu étais chez toi. Les gens sont super sympas. Les conditions sont incroyables. Les conditions, c'est fou. Tu n'as jamais eu un son comme ça qui te revenait dans la gueule. Non, je sais pas. Là, tu repars. Hein, tu repars pour 10 ans après un Hellfest. T'es bien. Hein. Ça valait le coup de se donner autant, quoi. Ouais. Quand tu n'as aucune perspective pendant 2 ans, on finissait même par se dire qu'on allait se faire dégager du Hellfest, quoi. Tu vois, qu'ils allaient changer toute l'affiche, qu'on devait jouer en 2020, puis en 2021. À chaque fois, c'était annulé. On s'est dit, putain, ils vont nous dire que finalement, ils ne veulent plus de nous. Tu vois, on ne sait pas, quoi. Nous, on ne fait pas partie des têtes d'affiche. Donc, de pouvoir faire ce concert-là et d'avoir un tel retour, pour le coup, du public, c'était étonnant et ça nous a vraiment conforté qu'on était dans le vrai, tu vois. On était dans le vrai pour tout le travail fourni, tous les progrès aussi qu'on a fait. Le fait aussi d'être un quatuor à une guitare et que Pierre fasse les synthés, ça nous a conforté là-dedans. De pouvoir assurer devant des milliers de personnes, alors qu'on n'a pas beaucoup de concerts dans les pattes, ça prouve qu'on est au niveau de professionnalisme en tant que musicien qu'on souhaite avoir avec ce groupe. Tu vois, on ne veut pas faire ça comme un groupe du dimanche, on fait ça pour que ce soit bien, aussi bien au disque que sur scène. Et malgré le peu de concerts qu'on a fait, on est déjà à un niveau qui nous plaît, tu vois. On a encore plein de choses à améliorer, mais l'essentiel est là. Ça joue bien, ça sonne bien, et il se passe un truc avec les gens. Et les gens l'ont vraiment ressenti comme ça. On a vraiment eu ce retour-là aussi après en se baladant sur le site. Les gens venaient nous voir pour nous dire qu'ils avaient passé un super moment, que ça les avait épatés. Même les chroniques d'après-concert ont vraiment souligné ce concert-là comme un des premiers concerts de la journée. C'est rarement ce qui te marque le plus, quoi. Et là, c'était le cas pour pas mal de gens. Donc, tant mieux. En général, c'est toujours les premiers concerts de la journée qui me marquent quand je peux y aller à l'école. Trop bien. Et au niveau, est-ce que vous avez des dates de prévues? On y travaille. Ça y est, là, pour l'instant, on n'a rien confirmé.
Mais on y travaille. On a peut-être un concert à Saint-Brieuc qui va se confirmer dans pas très longtemps. Et puis surtout, on commence à approcher notamment un tourneur avec qui on doit discuter. Et on va, voilà, on va tout faire, tout mettre en œuvre pour ça. Et là, c'est vrai qu'on était vraiment focalisé ces dernières semaines sur la sortie du disque, sur aussi notre organisation à nous en interne, parce que mine de rien, ça fait 2-3 ans qu'on est en friche avec le Covid, notamment bien gérer notre bandcamp, les envois, etc., l'organisation de tout ça. Ça nous demande à tous du temps, forcément. Donc, on essaie de bien se répartir les tâches et de faire ça le mieux possible. Et on commence à être bien en place. Ça va, ouais. Donc, ça, c'est cool. On va aussi se lancer dans un 3e clip. On y tient vraiment. Donc, on va continuer à avoir de l'actu. Et vraiment, je suis confiant. Je pense qu'on aura de la date l'année prochaine. Le fait aussi que les acteurs de l'ombre soient hyper actifs à nos côtés, ça compte vachement. Ils sont en train de nous mettre en relation aussi bien avec des tourneurs qu'avec des lieux de concert également, voire des festivals. Donc, on sait qu'on a vraiment l'équipe des acteurs de l'ombre à nos côtés. Ils sont vraiment à 100% à nos côtés. Et on les en remercie. Et à chaque fois qu'on les croise, ça se passe hyper bien. Ils sont hyper motivés. Et ça, on sait que c'est une grande, grande force pour nous. Ils voient aussi que nous, on est très réactifs. Donc, il y a une bonne évolution qui fait que je suis persuadé qu'il va se passer des trucs. Et comme en plus, maintenant, en concert, on est capable vraiment de convaincre, à chaque fois qu'on nous laisse notre chance de convaincre, je suis sûr que ça va faire effet boule de neige. Tu vois, chaque concert en amènera d'autres, etc., etc., etc. On a bien vu déjà que le retour du Hellfest avait débloqué des trucs. Donc, on va continuer dans ce sens-là. Il y a quelque chose que j'aimerais bien voir, c'est voir que vous jouez l'intégralité en live de l'album. Alors, Odyssée, comme on a pu le voir le clip, on la joue en live facilement. On l'a joué d'ailleurs au dernier concert pour l'Adlo. Fragment, on en parlait tout à l'heure. Fragment, il faudra revoir le titre parce que notamment il y a la voix féminine, le spoken word. Il faudra qu'il se passe autre chose, tu vois. Il faudra revoir Fragment. Sinon, je pense que tout se joue en live, mis à part Fragment, il y a moyen, ouais. Peut-être juste l'outro de Neon Chaos. Et l'outro de Neon Chaos, c'est notre intro de concert. Donc. Voilà, c'est ça. C'est devenu notre intro de concert. Cette partie finale de 1 minute 30, 2 minutes, qui est calme à la fin du 5e titre, Neon Chaos. C'est devenu notre intro de concert. Et ça, je pense qu'on galérerait juste un peu à la jouer si on devait la jouer en vrai, parce que c'est clairement que de l'électro. Donc, à ce moment-là, je pense que sinon, on la passerait comme ça à la fin du morceau. Donc, ça n'aurait pas vraiment grand intérêt. Donc, on a préféré la mettre en intro de concert maintenant. Mais oui, tout est jouable en live, à peu près. Et on se permet même une relecture, tu vois, de Odyssée. La fin n'est pas tout à fait pareille en live que sur CD. Ça aussi, c'est un truc qu'on va garder en tête, qu'on souhaite développer, ce côté évolutif de certains de nos morceaux. On adore ça chez toutes les références 70s qu'on a citées tout à l'heure. Mais tu vois, même un groupe comme Smashing Pumpkins qui se permet d'improviser devant 15 000 personnes sur certains titres, je trouve cet état d'esprit assez génial. Ça ne veut pas dire que nous, on le fera et qu'on aura le niveau pour le faire, mais je pense que prendre des libertés avec les morceaux, les faire évoluer, peut-être même parfois avoir des plages de musique qui ne seraient pas exactement codées en termes de nombre de cycles, tu vois. On pourrait se permettre de faire des choses comme ça à l'avenir parce que plus on avance, plus on se connaît, plus on a une osmose et plus on se capte au niveau du regard tous ensemble quand on sait qu'on va changer, quand on sent des trucs. Et je pense que notre musique pourrait devenir encore plus libre à ce niveau-là. Et ça, c'est un aspect qui à mon avis, pourrait être assez fun à l'avenir. De toute façon, après, je ne sais même pas où vous attendre sur le prochain album. Nous non plus. On a déjà des titres, mais on a à peine testé quelques nouvelles idées là, pour l'instant. On va essayer de vivre, cette fois-ci, on a une frustration aussi vis-à-vis de l'album précédent. On a vraiment envie de vivre un maximum sur scène Neon Chaos, de vivre avec 1 an, 2 ans, tu vois, faire le plus de concerts possible. Et ça, je sais aussi d'expérience après ces 20 années à faire de la musique dans des groupes et à faire des tournées, que ça nourrit l'album d'après. Donc, je
pense qu'on aura forcément plein d'idées si on se met à la compo dès maintenant. On en a, c'est sûr, mais que ça peut vraiment évoluer avec les concerts qu'on fera et ça peut nous donner justement la direction qu'on souhaite prendre sur le 4e disque. Mais en tout cas, il y aura évidemment d'autres disques parce qu'on sent qu'on a encore plein de trucs à dire. Oui, tout s'est vraiment étoffé en 2 ans et même sur toute la carrière du groupe. Je laisse le mot de la fin pour l'interview. Bah, écoute, merci beaucoup Virgile d'avoir pris du temps, c'est cool en tout cas. Et puis on se revoit bientôt en concert du coup. Ouais, bientôt cette fois. Merci BGP. Bonne journée à vous. À très bientôt, ciao. Bientôt, ciao.